Le 20 mars 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « Les temps modernes, Modern Times », texte intégral. Aucun mortel n'est entouré par de plus noirs, de plus tenaces imbéciles que Charlie Chaplin. Les gobe-mouches, les songes creux, les ratés des 5 continents ont pris depuis de longues années rendez-vous dans l'antichambre du grand artiste, sans parler des littérateurs, des sociologues et des philosophes qui se sont fait les prophètes et ministres d'un mythe de Charlot. Mais les pires de la bande sont encore les journalistes et les biographes qui se prétendent les confidents de ses travaux. Que d'étranges révélations nous leur devons. Charlot vient de se faire bouddhiste, il écrit un nouveau Faust, il tourne un Napoléon, un Don Quichotte, la Divine Comédie. Il va soumettre à la Société des Nations un système économique et moral qui régénérera le monde. Le petit homme aux cheveux gris se garde de rien démentir, mais un beau jour, il émerge, frais et dispos de ce monceau de sornettes, il en écarte négligemment du bout de sa badine les derniers débris, et l'on s'émerveille de le retrouver toujours semblable à lui-même. On songe qu'il a fallu encore plus de génie pour résister à ses conseillers, à ses flagorneurs, à tout son entourage américain et cosmopolite, que pour inventer la ruée vers l'or, incarner la fin des lumières de la ville. C'est un sketch qu'il joue avec la bêtise humaine pour partenaire. Il laisse annoncer Charlot Penseur, Charlot Atlas, Charlot Prométhée, et après ses coups de trombone, il écarte le rideau, cordial, ingénu et farceur, esquissant avec sa grâce paradoxale une valse chaloupée ou le pas des patineurs. On doit avouer que Chaplin, cette fois-ci, nous avait fait une belle peur. Tout au long de l'admirable poème d'amour des Lumières de la ville, on le sentait sombre, aigri, blessé, concédant à sa carrière de comique toute une partie burlesque, d'où sa verve était absente. Cette aigreur, ces tristesses de l'automne sont mauvaises conseillères pour un clown. La tentation est forte d'y échapper en se prenant pour un mage. Chaplin semblait se jeter tête baissée dans la chausse trappe des idéologies par le choix de son nouveau thème, le machinisme, la crise. Les dieux soient loués, Chaplin nous revient plus leste et léger que jamais. Il sautille à cloche-pied avec une assurance et une précision d'acrobate parmi tous les pièges, tous les fossés de son redoutable sujet. Il ne fait pas un faux pas. Il entend plus résolument que jamais rester sur son vrai domaine, où il peut tout exprimer, celui de la bouffonnerie. Il en a expurgé les moindres traces de thèse, les souvenirs d'un Charlot à revendication qui montrait le bout de l'oreille dans Le Gosse ou L'opinion publique. Son film est d'abord une merveilleuse leçon de liberté. Comme l'absurdité des poncifs politiques a déteint sur beaucoup de cervelles, que les notions les plus limpides s'embrouillent aujourd'hui pitoyablement, l'indépendance du clown paraît inconcevable à certains. Ils n'imaginent pas autrement qu'embrigader l'alerte vagabond autour de qui ils ont déversé des tonnes de prose humanitaire. Nouveau sketch, joué cette fois par les censeurs beauté de Berlin. Ces caporaux à crâne de plomb ont décrété pour l'interdire que le film était suspect de tendance bolchevisante. Nos penseurs du Front populaire n'ont pas osé aller aussi loin, mais ils applaudissent volontiers l'anarchie de Charlot. Anarchie, ce mot commence à devenir aussi exaspérant dans le perpétuel contresens où on l'emploie que les fameuses mystiques. Êtes-vous nationaliste, monarchiste, mais avec cela vigoureusement adversaire des plutocraties et de mains bellicismes? Les gens de gauche vous répondront, ouvrez les guillemets, « Bah, vous êtes un anarchiste », fermez les guillemets. On regrette de perdre par la faute de l'abrutissement démocratique un temps précieux à relever de telles billevesées devant un spectacle qui vous requiert par tant de traits ravissants, désopilants, réconfortants. Et on doit arracher notre cher Charlot aux mains de quelques crétins. Il faut dire que loin d'être anarchiste, Charlot souhaiterait certainement un monde organisé à la taille de l'homme. Il n'ignore pas que ce monde est impossible sans discipline, et il la respecte scrupuleusement. En véritable individualiste, il sait que c'est le désordre qui engendre les plus épouvantables tyrannies. Il a de fameuses raisons pour se méfier des flics, qui peuvent être indifféremment les serviteurs de la sagesse et les plus sanguinaires inepties. Mais les flics sont-ils assaillis par des coquins? Charlot prend sans hésiter leur défense. Quand il manque devenir fou dans une infernale usine, il jette au vent sa fiche de présence.
mais après l'avoir fait pointer par l'horloge dans un dernier réflexe de ponctualité. Un camion passe, porteur d'un fanion rouge de stationnement. Le fanion tombe, Charlot, toujours serviable, se précipite, le ramasse, elle le chauffeur en le brandissant. Une manifestation ouvrière, hérissée de pancartes, surgit dans son dos. Ahuri, bousculé, voilà Charlot devenu meneur sans le savoir, et bientôt happé par la police, dûment condamné. Symbole délicieusement humoristique de tous les pauvres bougres qui vont se faire étriper pour des formules électorales qui leur sont parfaitement inintelligibles. Un peu plus tard, Charlot se désole de la grève qui lui ôte son pain, et c'est parce qu'il quitte l'usine le dernier, et à regret, qu'on le prendra pour une forte tête, qu'on l'arrêtera encore. La clownerie géniale des temps modernes est évidemment une satire, mais celle d'une société asservie à la matière et dont la Russie soviétique représente la barbare apogée. Charlot a toujours été en butte à des automatismes maléfiques qui affectaient la forme d'un ascenseur, d'un aspirateur, d'une porte à tourniquet. Il les a tous résumés cette fois dans le plus parfait, le plus irrésistible numéro qu'il ait jamais créé et joué, celui de la mangeoire mécanique. Mais il a surtout vu, dans les temps modernes, se dresser devant lui d'implacables automatismes sociaux qui prétendent remplacer l'âme dans un univers sans dessus-dessous. Automatisme du travail, automatisme du plaisir, la foule moutonnière du dancing, automatisme de la rébellion, la grève imbécile des prolétaires et la répression, la police laissant filer les coupables et s'emparant à coup sûr de l'innocent. Automatisme même de la charité. Charlot ne se rebiffe pas, mais il constate dans la simplicité de son cœur que toute cette machinerie, parce qu'elle est inhumaine, se détraque perpétuellement ou fonctionne à vide. L'essuie-bouche de la mangeoire revient devant ses lèvres même quand le potage s'est déversé dans sa chemise. L'assistance publique vient s'emparer de sa petite amie l'orpheline, bien qu'elle ait trouvé un gagne-pain et un foyer. Parmi ces monstres sans cervelle ni entrailles, Charlot représente la dernière âme, une âme fort modeste, ni meilleure ni pire que beaucoup d'autres, avec ses vantardises, ses manies, sa paresse, ses mensonges, une âme bafouée, sans cesse éloignée de son humble idéal de labeur pas trop fatigant, d'idylle douce, ménagère, mais qui jette cependant au milieu d'un féroce matérialisme sa petite flamme spirituelle, dansante et vivace comme un feu follet, entretenant devant ses yeux un inaltérable optimisme. S'il est un pays qui doit mettre sous l'éteignoir cette petite lampe chaude et brillante, c'est bien celui des plans quinquennaux, des chemins de fer qui ne vont nulle part, des centrales électriques qui n'allumeront jamais rien, de Staline, de ses 5 millions de mouchards et du camarade Stakhanov. Jamais l'ironie et la sensibilité de Chaplin ne se sont plus heureusement équilibrées que dans les temps modernes, n'ont pris une forme plus sûre, plus savoureuse et plus sobre. L'artiste calcule, provoque, dose le rire avec une précision de mathématicien. Il est revenu 100 fois, 1000 fois à cet ouvrage et cependant, comme dans toutes les parfaites réussites, on croirait assister à une perpétuelle improvisation. On sait que, seul dans tout le cinéma, Charlie Chaplin est son propre commanditaire, son propre scénariste, son propre metteur en scène et enfin son interprète. Toutes ces trouvailles sont à lui. J'aurais scrupule à vouloir, en les décrivant et les décomposant, leur ôter un peu de leur fraîcheur, affaiblir leur effet de surprise. Je me contenterai de citer quelques tableaux qui seront demain dans toutes les mémoires, qui divertiront inlassablement nos souvenirs. La mangeoire mécanique, sommet du film et probablement de l'art de Chaplin, Charlot baigneur, Charlot chômeur, Charlot prisonnier, Charlot et les puritains. Ces caricatures de la spiritualité, la dame du pasteur, l'orgnon, col à baleine, morgue, raideur, et qui lâche avec cela des borborigmes incongrus. Charlot ouvrier, Charlot veilleur de nuit, Charlot garçon de café. On voit qu'il s'est méfié même d'un développement romanesque qui lui obligeait à des transitions, des précisions un peu lourdes, mais une trame légère, un symbolisme discret, des leitmotifs narquois unissent tous ces numéros, rien de décousu dans ce film, se déroulant sur une ligne invisible. Chaplin, comme tous les grands comiques, a puisé dans son propre fond quelques-uns de ses gags pour les perfectionner et les métamorphoser. Mais, sauf dans La Ruée vers l'or, il n'a jamais apporté autant d'inédits. On assiste ébloui à un renouvellement constant de sa verve. Ce foisonnement d'idées lui a imposé une concision qu'on ne lui avait jamais connue.
Des chefs-d'œuvre comme La Baignade ou Les Grivelleries de Charlot durent 50 secondes. Sauf dans les avatars du vieux mécanicien, il n'y a pas une redite. La profusion du comique est telle que Chaplin amorce même de faux gags que l'on guette, dont on va rire et qui font brusquement place à une trouvaille inattendue et énorme. La composition de chaque numéro est un miracle de doigté, de mise en place. On avait redouté un déclin de Chaplin, le voilà au contraire dans la plénitude de sa verve et de sa maîtrise. N'oublions pas que nous le devons sans doute aux jolis yeux de sa partenaire, Paulette Goddard, adorable d'ailleurs de vivacité. À Chaplin, comme à tant de grands artistes, il faut, pour créer, cet adjuvant de l'amour. Il a voulu que les temps modernes fussent muets, à l'exception d'une inénarrable chanson et de quelques truchements phonographiques. Que l'on sache bien que ce n'est point par entêtement. Dans les premiers mètres, on s'étonne un peu, quelques mots prononcés ici et là faciliteraient bien des choses. Chaplin a délibérément accepté cette contrainte du silence pour ne pas rompre l'harmonie d'un spectacle qui est une pantomime. Et quelle pantomime! De la grâce la plus singulière à la pure pantalonnade. Le célèbre visage a-t-il jamais été aussi mobile, expressif, nuancé? Enfin, et cela n'est pas négligeable, la réalisation matérielle est bien supérieure à celle des lumières de la ville. Décors, paysages, Charlot gambadant devant un formidable panorama d'usine, figurant, complète et situe la farce admirablement. Cher vieux Charlie, dans cette année imbécile, merci pour votre rire et pour votre charmante sagesse.